Avril 1944, dans le Pacifique Sud. Un sous-marin américain envisage un combat fatal avec un navire de guerre ennemi. Un destroyer japonais s'approche du USS Harder. Le commandant Sam Dealey doit choisir entre plonger ou combattre. Normalement, les sous-marins évitent les destroyers et les navires d'escorte parce qu'ils sont conçus pour les couler. Quand on affronte les navires un par un, le jeu est dangereux. Avec de grandes zones du Pacifique toujours occupées par les Japonais, les Alliés utilisent des sous-marins pour affaiblir leur contrôle. Dealey se montre impitoyable lorsqu'il attaque durant ses patrouilles audacieuses. Il porte le USS Harder et son équipage vers la gloire et le danger. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les armes sous-marines permettent aux soldats de combattre sous les flots. Avec ruse, force et ténacité, leurs ennemis contre-attaquent. Révolutionnaires, mais parfois primitives, ces batailles acharnées pourront changer le cours de la guerre. Leurs histoires sont légendaires. Le 13 avril 1944, le commandant Sam Dealey et son équipage affrontent un destroyer japonais dans le Pacifique Sud. Au cours de 3 patrouilles militaires, ils ont déjà coulé 10 navires marchands nippons, mais n'ont jamais abattu de destroyer. Un navire de guerre armé de grenades sous-marines. Les grenades sous-marines sont des cylindres de 1 mètre. L'eau de mer entre dans leur orifice qui, une fois remplie à une certaine hauteur, déclenche l'explosion de la grenade. Avec près de 150 kg d'explosifs, elles sont prévues pour couler les sous-marins. Un peu avant 19 h, Dealey décide d'attaquer plutôt que d'éviter le destroyer. Prêt? Tube 2. 2, prêt. Feu! La 2 en route. À un moment donné, il s'est dit que quand il était pourchassé par un destroyer, au lieu d'attendre l'attaque, il pouvait l'initier. La 3 en attente. 3, feu! La 3 en route. La ligne de bulles que forment les torpilles à vapeur trahit la localisation du Harder. 4, feu! La 4 en route. Si l'offensive échoue, le destroyer saura exactement où les trouver. Le commandant du Harder coule l'escorte avant qu'il ne puisse lâcher une seule bombe. Après plus de 2 ans de guerre dans le Pacifique, seuls 14 destroyers japonais ont été coulés par des submersibles américains. Dealey rejoint l'élite des commandants de sous-marins assez audacieux pour accomplir un tel exploit. Ce succès renforce son courage. Le commandant Sam Dealey est un officier naval calme, professionnel et réservé. Cependant, au cœur des combats, il devient extrêmement agressif comme jamais auparavant. L'officier de 37 ans commande le USS Harder depuis l'engagement du sous-marin en 1942. Cet homme à la voix douce vient d'une grande famille bourgeoise du Texas. En général, les officiers originaires de ce genre de famille n'étaient pas destinés aux sous-marins. Dans la marine, une carrière dans un sous-marin était une impasse, un peu comme l'aviation pendant l'entre-deux-guerres. Donc si Dealey s'est lancé dans cette voie-là, ça en dit beaucoup sur sa personnalité. Parfois, on rencontre des personnes qui semblent très calmes et très prudentes. Et puis on découvre par la suite que ce sont des gens complètement fous, qui sont capables de faire des choses absolument terrifiantes. Pour Dealey, la facilité n'était pas la solution. Est-ce qu'il pouvait accepter de renoncer à une attaque? Probablement, mais c'était contre sa nature. Dealey et l'équipage du USS Harder terminent leur patrouille à Fremantle, en Australie. Fremantle est devenue une base sous-marine alliée suite à une nouvelle attaque japonaise, 2 mois après Pearl Harbor.
En février 1942, l'île de Java tombe au cœur d'une bataille sanglante. Cela provoquera le retrait paniqué des Américains. Ils sabordent leur flotte militaire comme le navire de guerre USS Stewart, en cale sèche pour réparation quand les Japonais ont frappé. Le destroyer tombe dans les mains ennemies. L'Empire japonais atteint son apogée. Il s'étend sur 50 millions de kilomètres carrés et 7 fuseaux horaires. C'est gigantesque. Il forme une unité sur des millions de kilomètres de voies maritimes. Le Japon est une nation insulaire qui a toujours dépendu des axes maritimes pour transporter ses biens. Il devait importer presque tout, même le riz. C'était encore plus flagrant pour le matériel de guerre, surtout le pétrole, si précieux pour les navires de combat, les bombardiers, les avions de chasse et tout le reste. L'étendue de cet énorme empire est aussi une faiblesse. Début 1944, les sous-marins américains en Australie sont commandés par le contre-amiral Ralph Waldo Christie. Les submersibles de Christie ciblent les navires japonais transportant du matériel pour soutenir la guerre du Pacifique. Des alliés infiltrés partout dans l'Empire japonais observent le transport maritime et collectent des informations qui permettent à Christie d'affecter ses sous-marins. Avoir des agents sur le terrain était un énorme avantage. Les Australiens avaient des observateurs sur les côtes et dès que les Japonais longeaient le littoral, ils le signalaient immédiatement. En mai 1944, l'une de ces opérations prend un tournant inquiétant. Les commandos australiens qui surveillent Bornéo occupé sont trahis et tombent aux mains de la terrible police militaire japonaise, la Kempeitai. 3 soldats sont capturés. 6 autres se cachent dans la jungle du Nord, pourchassés par des centaines de troupes. Les forces spéciales australiennes demandent de l'aide pour retrouver les commandos, dont les moyens s'amenuisent. Il s'agit d'envoyer un sous-marin dans les eaux ennemies pour secourir les soldats avant que les Japonais ne les trouvent. La 5e patrouille du Harder est chargée de secourir les commandos australiens. La jungle de Bornéo se trouve à des milliers de kilomètres au nord de Fremantle. Le Harder, navire de classe Gato, est construit pour naviguer sur de longues distances. Il a la capacité de parcourir de très longues distances, de patrouiller pendant 2 mois et de revenir. Il peut transporter une assez grosse cargaison de torpilles, ainsi que la nourriture et la logistique nécessaire à l'équipage. Avant son départ de Fremantle, Dilley accueille à bord un passager spécial, le major australien Bill Jenkins. Cet ancien prisonnier de guerre qui a réussi à s'évader n'a qu'une chose en tête, vaincre les Japonais. Il doit en premier coordonner les secours de ses camarades pourchassés. Mais cette mission n'est pas la priorité de Jenkins une fois à bord du sous-marin. Il faut être un peu différent pour faire partie du service sous-marin. L'environnement y est très austère. On vit les uns sur les autres et il peut se passer plusieurs mois avant de voir la lumière du jour. Un sous-marin peut sembler extrêmement bizarre pour certaines personnes, même inquiétant pour d'autres. Lorsque la coque plonge, elle grince et se tend sous la pression. Mais il y a aussi le son de l'eau qui entre dans les ballastes, de chaque côté, et l'air qui en sort. On sent la proue qui descend et la poupe qui monte. Ça fait une drôle d'impression. L'espace confiné et l'étrangeté de l'environnement sous l'eau font comprendre à Jenkins qu'il a accepté tous les risques que court un submersible lors d'une patrouille. En plus de l'opération de sauvetage, le sous-marin doit poursuivre ses missions de routine. 22% des marins du Silence sont tués en mer. C'est le taux de perte le plus élevé de toutes les divisions de l'armée américaine. Même s'il retrouve les soldats du commando,
il faudra les sortir de la jungle sous le feu ennemi. Le 26 mai 1944, le USS Harder quitte Fremantle en Australie. Parmi le personnel à bord se trouve alors le major australien Bill Jenkins. Il se porte volontaire pour être observateur sur le pont et est rapidement accepté comme membre d'équipage. Tout le monde apprécie sa part de confort matériel. Les sous-marins américains ont l'air conditionné, un avantage crucial dans la chaleur humide du Pacifique Sud. Quand on est dans un sous-marin pendant 75 jours, le bien-être détermine la capacité à combattre. Toutes les choses qui pourraient sembler un luxe sont là pour permettre de mieux se battre. La victoire précédente de Dilley sur un destroyer japonais a révélé son agressivité. Mais cette nouvelle mission requiert de la discrétion. Les eaux qui entourent le nord de Bornéo sont gardées par l'une des plus grandes bases navales japonaises, Tawi-Tawi. Le Harder patrouille seul, avec seulement 24 torpilles à bord. En 1944, une moyenne de 10 torpilles est nécessaire pour couler un navire. Contre un seul destroyer, Dilley a une chance. Mais contre toute une flotte de navires de guerre, l'attaque serait un suicide. Peu après 18h30, l'équipage repère la première menace. 3 tankers se dirigent vers un port sur la côte est de Bornéo pour charger du fioul. Ils sont escortés par 2 destroyers japonais. Rapides et hautement manœuvrables, ces escortes et leurs grenades sous-marines sont un atout pour le Japon, qui peut se protéger des submersibles ennemis. Les sous-marins sont très vulnérables aux assauts. Ils ont le risque d'être endommagés par une grenade sous-marine, mais peuvent aussi se briser à cause de toute la pression de l'eau qui les écrase. Le problème des Japonais, c'est qu'ils ne connaissaient pas les profondeurs dans lesquelles les Américains se trouvaient. En général, ils pensaient que la mer n'était pas profonde, donc ils lançaient les grenades assez près de la surface. Ils déclenchent leurs grenades sous-marines pour qu'elles explosent à 45 mètres de fond. Les capitaines de submersibles américains étant au courant, ils plongeaient alors plus profond pour être en sécurité. Cet avantage prend fin 19 mois après le début de la guerre, lorsqu'un représentant au Congrès américain, Andrew Jackson May, tient une conférence de presse. Malheureusement, un homme politique américain revenant d'Extrême-Orient s'est vanté de la suprématie des sous-marins américains qui ne risquaient pas d'être touchés par les grenades nippones lancées trop haut. La Navy était furieuse. Les Japonais ont pris connaissance de cette information et ils ont réorganisé leurs tirs de grenades pour qu'elles soient lancées plus en profondeur. Résultat, des sous-marins américains ont été coulés. Par conséquent, en juin 1944, Dilley risque des tirs de grenades en profondeur à chaque fois que son sous-marin de classe Gato s'enfuit. En 1944, ce type de sous-marin n'est pas obsolète. Mais il n'est pas aussi moderne que le classe Balao. Le classe Gato a une profondeur de plongée de 90 à 110 mètres. Il n'a pas les 30 mètres supplémentaires qui lui permettent de mieux manœuvrer. Donc il est plus facile de le détecter et de l'attraper. À 21h25, l'un des 2 destroyers qui escortent le convoi des 3 tankers repère le USS Harder en surface. Le navire de guerre est le Minatsuki, un destroyer de classe Mutsuki. Il est équipé pour atteindre les 37 nœuds. Cette escorte est presque 2 fois plus rapide que le sous-marin de Dilley, même en surface. Dilley essaye de le semer, mais le sillage phosphorescent du Harder illumine la voie vers sa position.
Dilley plonge à hauteur de périscope pour se cacher de l'escorte. Mais des sentinelles aux yeux de lynx pistent le sillage du périscope. Le destroyer vire pour intercepter le USS Harder. Il n'est plus qu'à 1000 mètres. La seule protection d'un sous-marin, c'est son invisibilité ou sa cape invisible, si vous voulez. Tant que cette cape fonctionne, ça va. Mais si on vous voit, vous êtes mort. Pour Dilley, l'unique chance de contrecarrer les grenades ennemies est d'attaquer le premier. Vitesse 34 nœuds. Vitesse 34 nœuds. Porté par sa dernière victoire, il s'apprête à attaquer de nouveau un destroyer ennemi. Dilley ordonne de virer à bâbord, en direction du destroyer. Feu. Il lance 3 torpilles sur la partie la plus large du bateau. Si elles manquent leur cible, Dilley devra plonger pour échapper à la pluie de grenades. Les torpilles de Dilley s'approchent. La première frappe la proue. La deuxième brise la quille. Les grenades stockées sur le pont explosent dans l'incendie. Moins d'1 minute après l'attaque, le destroyer commence à s'incliner. Dilley remonte le sous-marin à la surface, à environ 900 mètres, pour s'assurer du résultat. Il invite Jenkins et son équipage sur le pont pour regarder. Le Minatsuki et ses grenades disparaissent sous les vagues. Dilley vient de couler le deuxième destroyer de sa carrière. Dilley a prouvé qu'on pouvait s'attaquer au destroyer et l'emporter. Il arrive à en détruire beaucoup ainsi. Non seulement il en coule un certain nombre, mais il incite les autres officiers à faire de même. C'est comme ça que Sam Dilley opère, et il y arrive très bien. Bien que les commandos attendent d'être secourus, Dilley n'en a pas terminé avec le convoi. Après quelques minutes, le sous-marin détecte un autre navire à seulement 1300 mètres. Le USS Harder est obligé de plonger à nouveau. Le 6 juin 1944, en France, les Alliés débarquent sur les plages de Normandie dans l'espoir de faire basculer le cours de la guerre en Europe. Dans le Pacifique, un submersible américain vient de couler un destroyer japonais au nord de Bornéo. Il poursuit à présent le convoi qu'il protégeait. Un deuxième destroyer rôde près de la base navale japonaise de Tawi-Tawi en cherchant à se venger du sous-marin américain. Grâce à son sonar actif, le destroyer envoie des sons à haute fréquence à travers l'océan. Si l'équipage japonais entend l'écho d'un sous-marin, il peut estimer sa localisation et la distance qui les sépare. Lorsque le bateau ennemi est suffisamment près, le son pénètre même dans la coque du submersible. Le chasseur du USS Harder est très probablement un destroyer de classe Akizuki. Les meilleures escortes japonaises de la Deuxième Guerre mondiale, les Akizuki, transportent jusqu'à 72 grenades sous-marines. Dilley se sert du périscope d'attaque dans l'idée d'initier l'offensive. Mais des nuages intermittents bloquent le clair de lune et masquent la cible. Tandis que le destroyer approche droit devant, le Harder est dans l'incapacité d'attaquer son flanc. Dilley doit viser la proue qui est 10 fois moins large. C'est un tir dans la gorge. Il se dirige droit sur nous.
La 2 en attente. La 2, feu. La 2 en route. Il lance 6 torpilles en espérant que l'une d'elles frappe l'escorte sur son étrave. C'était avant les torpilles à tête chercheuse. C'est comme s'il tirait une balle sur un appareil étroit qui lui arrive droit dessus. Mais cette fois-ci, la prise de risque de Dilley échoue. Les 6 torpilles ratent leur cible. Descendez. Armez les grenades. Le commandant du Harder n'a plus d'option d'attaque. Il se replie rapidement. Tandis que le sous-marin plonge, l'équipage n'a plus qu'à attendre l'explosion des premières grenades ennemies. Il faut imaginer une des pires situations. Le son des grenades qui se réverbèrent dans l'eau, le choc de l'impact sur la coque qui tremble. Ce que ça provoque à l'intérieur de la coque est absolument terrifiant. On est abasourdi par le bruit. On est pétrifié par cette impression de mouvement qui est aléatoire, mais aussi par tout ce qui peut voler à l'intérieur du compartiment et qui peut vous blesser. On est plongé dans le noir parce que les ampoules explosent. C'est vraiment horrible. Le Harder atteint sa vitesse maximale pour échapper à l'attaque du destroyer. Quand le sous-marin atteint 90 mètres de profondeur, l'équipage espère qu'il va se stabiliser. L'objectif est d'égaliser la flottabilité du Harder dans l'eau, puis de le mettre à niveau grâce aux ailerons de la poupe, une paire de safrans qui contrôle l'angle du sous-marin. Mais dans la salle de contrôle, c'est un tout jeune timonier. Il est au gouvernail à l'arrière du bateau, il est responsable des ailerons, et il les tourne dans la mauvaise direction. Du coup, la poupe du sous-marin se soulève, ce qui fait basculer le navire plus profondément. C'est une erreur humaine provoquée par le stress du combat, le bruit des grenades et tout le reste. Une erreur humaine extrêmement dangereuse. Les marins qui sont en formation dans un submersible doivent apprendre à reconnaître les manœuvres dangereuses. Les novices ne s'en aperçoivent pas tant qu'ils n'ont pas vécu de mauvaises expériences. Le sous-marin est alors proche de sa profondeur limite. Si on ne remonte pas assez vite, on peut perdre le bateau. L'officier de plongée se précipite pour corriger l'erreur. L'équipage non essentiel se rue vers l'arrière du sous-marin pour redistribuer manuellement le poids et tenter en dernier recours de faire remonter la proue. Ils parviennent à inverser la tendance. Mais la descente incontrôlée a provoqué un autre problème. Dans son tube, une torpille a commencé à chauffer. Son hélice tourne comme si elle avait été lancée. La torpille qui se trouve dans son tube est secouée de telle manière qu'elle se déclenche. C'est très dangereux. Si l'hélice continue de tourner, le sous-marin de Dilley pourrait exploser par ses propres ogives. La torpille est prévue pour parcourir une certaine distance avant de s'enclencher. Ce qui calcule la distance est le nombre de tours que fait son hélice. L'hélice de la torpille doit s'arrêter avant que ses explosifs ne s'allument. Juin 1944, dans le Pacifique Sud. Un sous-marin américain de la Deuxième Guerre mondiale est attaqué. Un destroyer japonais lance des grenades sous-marines sur le USS Harder. Une torpille s'est déclenchée et achève de compliquer la situation.
On dit qu'une torpille chauffe quand elle se déplace dans son tube et que la propulsion se met en marche. Dès que le moteur de la torpille démarre, l'hélice commence à tourner à l'intérieur du tube. Le bruit rend la situation encore plus effroyable. Dilley et son équipage américain sont au cœur du chaos. Mais ils ont de la chance. La torpille ralentit avant que son ogive ne surchauffe et explose. À ces profondeurs, ils auraient tous péri et leur destin serait resté un mystère non résolu. 1 heure après l'attaque, l'océan redevient silencieux. Le Harder a survécu à une attaque à la grenade menée par l'un des destroyers nippons les plus performants. Mais l'heure tourne pour le commandant Dilley et le major Jenkins. Leur mission est de secourir 6 agents alliés lors de cette patrouille. À Bornéo en 1944, les commandos ont de moins en moins de nourriture et de matériel. Ils sont pourchassés par les Japonais dans des conditions très difficiles. Il faut les sortir de là. Les tentatives précédentes avaient échoué. Le Harder doit absolument les secourir. Les soldats ont besoin d'aide. Dilley et son équipage se dirigent vers Bornéo et finalisent les plans de sauvetage. La spécialité de Dilley est d'approcher son sous-marin au plus près des côtes. Il se rend donc très vulnérable aux tirs venant du littoral. Mais il se met aussi dans une position difficile, car si un destroyer s'approche ou qu'un autre appareil l'identifie, il ne peut pas s'échapper. Il n'y a pas assez de fond pour plonger, ni aucune possibilité de manœuvrer. À la nuit tombée, le 8 juin 1944, le Harder fait surface et se dirige vers la côte. À 5500 mètres, il racle le fond. Il ne peut être plus proche du point de rendez-vous sur la côte nord. Les avant-postes japonais menacent le sous-marin de chaque côté. Les opérations spéciales sont dangereuses parce qu'il faut débarquer sur la côte. Si on est repéré, on peut se faire attaquer avant de pouvoir s'enfuir. L'équipage aide Jenkins et son partenaire à monter leur bateau pliable et leur équipement sur le pont. Ils ont 3 jours de ration au cas où ils devraient rester à terre pour localiser les commandos. C'est là le pire des scénarios. Quand Dilley remonte le sous-marin en surface pour tenter le sauvetage à Bornéo, c'est la pleine lune. Il est donc très visible. Il y a beaucoup plus de lumière qu'il ne le souhaite. Il est très proche de la côte car il est en mission de sauvetage. Il est à la merci de tout ennemi, même avec des armes légères. Il peut être la cible de l'artillerie, de mitrailleuses et même des fusils. Ce n'est pas la meilleure position où se trouver. L'équipe de sauvetage reste en contact avec le USS Harder grâce à des signaux lumineux qui l'aident à se repérer. Quand Jenkins s'approche du littoral, il utilise un autre signal pour alerter les commandos. La communication avec les soldats en détresse est essentielle. La seule façon d'y parvenir, c'est le signal clignotant. Mais n'importe qui sur la côte peut le voir et les signaux venant du littoral peuvent aussi être détectés de la mer. Donc tout navire se trouvant derrière le sous-marin peut voir ce qui se passe. Ils peuvent juste espérer que personne d'autre ne les observe. Peu après 1 heure, les soldats envoient un signal à l'approche du sous-marin. Ok, je les vois. Faites-les monter. Ils rament jusqu'au USS Harder. Les commandos et leurs sauveteurs sont hissés à bord, épuisés mentalement et physiquement. Bravo. L'équipage de Dilley passe à l'action.
En s'éloignant doucement de la côte et des eaux peu profondes, le USS Harder laisse ses ennemis derrière lui. Les agents secourus reçoivent des vêtements propres et leur premier vrai repas depuis des mois. Le cuisinier prépare un repas de fête avec du steak et des œufs. Pour ces soldats qui ont vécu de rations minimes, un steak et des œufs est un immense stimulant pour le moral. Après avoir été confrontés au stress et à la peur pendant si longtemps, ils sont accueillis avec un bon déjeuner, le premier depuis des lustres. On imagine très bien ce qu'ils ont pu ressentir au moment de leur sauvetage. La nourriture sur les navires américains était considérée comme étant la meilleure. D'autres marines disaient parfois que les Américains étaient trop gentils. Mais non, on faisait les choses bien. On appelle ça la qualité de vie. On en avait déjà conscience à l'époque. Une fois les commandos à bord, Dilley doit se tourner vers une nouvelle directive. Les renseignements alliés dévoilent que les Japonais mobilisent des navires de guerre à Tawi-Tawi, cette base navale ennemie où l'équipage du USS Harder a difficilement survécu quelques jours plus tôt. Les officiers y voient là le signe d'une offensive ennemie. Le nouveau plan de combat japonais, l'opération A-Go, ordonne une attaque consolidée pour arrêter les transports américains et protéger les gains japonais. Ils se demandaient ce que faisaient les Japonais. Le mieux était d'aller voir directement ce qui se passait. C'est pourquoi il fallait envoyer un sous-marin. Il fallait voir. Les satellites n'existaient pas, ni les avions de reconnaissance à longue portée, et tout ce qui permet de voir ce qui se passe dans un port. Maintenant, c'est facile. On regarde sur l'ordinateur. Avec un sous-marin, on peut en apprendre beaucoup. Voilà pourquoi on lui demande d'y aller. L'US Navy a besoin de ces informations avant que les agents secourus ne rentrent chez eux. À 4 heures des côtes de Bornéo, Dilley et son équipage constatent la preuve d'une opération militaire. Mais un avion de guerre japonais qui patrouille au nord du passage de Sibutu les repère à son tour. Les avions armés de grenades sous-marines sont la pire menace pour un sous-marin. Quand il y a des avions, il faut plutôt plonger parce qu'ils peuvent lâcher des bombes, mais aussi alerter des bateaux pour chasser le sous-marin. Il faut absolument disparaître. Tandis que le Harder descend sous les 20 mètres, une grenade aérienne explose à bâbord. L'explosion fait basculer le submersible à tribord. Les agents du commando sont réveillés brutalement. Parfois, on est allongé sur sa couchette sans rien faire de spécial, et puis 2 secondes plus tard, on se retrouve complètement terrifié, avec des ampoules qui explosent tout autour, des appareils qui sont détruits. D'un point de vue psychologique, c'est perturbant, car là où on se croyait en sécurité devient un endroit des plus terrifiants. Le Harder résiste aux grenades aériennes. Mais l'avion de guerre aura sûrement annoncé ses coordonnées à la flotte japonaise de la zone. Nouvelle direction à venir, 020 degrés. Dilley doit faire profil bas. Le sous-marin doit rester immergé. Ceci apporte de nouvelles difficultés sur les opérations. Pour l'équipage du Harder ainsi que pour les commandos de Bornéo, une fois à bord du navire, les conditions s'aggravent. On a toujours l'impression d'étouffer dans un sous-marin. Il fait chaud. Plus on reste sous l'eau, plus la qualité de l'air se détériore. Comme ils sont plus nombreux à bord, ils consomment plus d'oxygène. Parce qu'une immersion forcée sur une longue période détériore les conditions de respiration. L'humidité et la chaleur, surtout si les ventilateurs sont coupés ou en veille, augmentent très rapidement. Si le niveau de dioxyde de carbone augmente trop, cela peut s'avérer fatal.
Le USS Harder doit alors risquer d'être détecté à la surface pour changer l'air. Dilley profite de la nuit, juste avant 5 heures, pour remonter, faire le plein d'air et recharger rapidement les batteries. Ils peuvent maintenant poursuivre tranquillement leur mission. Le 10 juin, le Harder s'approche de la base de Tawi-Tawi. C'est une avancée périlleuse. Il doit rester immergé pour dissimuler sa présence, mais non loin de la surface pour pouvoir utiliser son périscope à 15 mètres de fond. À 17 heures, l'équipage repère le son de bateaux approchant. Dilley lève son périscope pour une confirmation visuelle. 2 navires de combat et au moins 4 croiseurs naviguent dans les eaux près de Tawi-Tawi. 8 destroyers et des avions apportent une couverture additionnelle. Cette flotte de navires de guerre confirme que la marine japonaise se mobilise. Mais avant que Dilley ne puisse rapporter ce qu'il observe, un avion de patrouille détecte le Harder à travers les eaux transparentes. L'éclaireur aérien divulgue la présence de Dilley au navire de combat. 2 destroyers de la flotte virent en direction du sous-marin. Poste de combat. Dilley vise la première escorte à 1400 mètres de la proue du Harder. Tube 2, feu. Il lance une série de 3 torpilles. Comme l'autre destroyer avance à tribord, Dilley manque de temps. Descendez. Armez les grenades. Il plonge pour éviter le deuxième bateau qui arrive. Le sous-marin s'ébranle sous les explosions. L'impact bouscule l'équipage et rompt des conduits d'eau. Quand la mer redevient silencieuse, la vraie chasse commence. Juin 1944. Un submersible américain tente une mission de reconnaissance dans une base navale japonaise au sud des Philippines. À présent, 2 destroyers pourchassent le USS Harder. Les équipages japonais utilisent 2 types de sonars. L'équipe du sonar passif écoute tout bruit venant des hommes sous les vagues. L'une des façons de détecter un sous-marin est de l'écouter. Si on croit être poursuivi, il faut faire le moins de bruit possible pour éviter d'être repéré. Dilley plonge le Harder plus profond, dans l'idée d'échapper aux destroyers. Il ordonne la position silencieuse. La position silencieuse est une procédure par laquelle on arrête tous les bruits à l'intérieur du sous-marin. On éteint tout ce qui est bruyant excepté ce qui est essentiel au fonctionnement du navire. Les marins qui sont à leur poste de combat restent à leur poste, mais tous les autres marins, inutiles à ce moment-là, retournent à leur couchette. Dans la même idée, le système d'air conditionné est fermé. On éteint les moteurs des réfrigérateurs et des congélateurs. Tout bruit pouvant être détecté par le sonar ennemi menace le sous-marin. Mais malgré le silence, le USS Harder reste vulnérable face aux émissions du sonar actif. Si un écho parvient aux oreilles des bateaux ennemis, ils partiront directement dans sa direction. Gréés pour sortir les grenades de la poupe et les lancer depuis les côtés,
les deux destroyers cherchent à savoir où se trouve le Harder pour lui envoyer une pluie de bombes. Pour réussir un tir de grenade, il faut visualiser comment manœuvrer la poupe dans la direction où le sous-marin est censé se trouver. On peut l'observer sur le sonar et demander à un autre navire de lui lancer les grenades. Ça s'appelle une attaque insidieuse. Une frappe à moins de 15 mètres pourrait rompre la coque. L'idée est de créer un barrage de grenades. Si on arrive à manœuvrer correctement, on peut lancer suffisamment de grenades pour qu'elles encerclent le sous-marin. Si elles explosent à une certaine distance du submersible, il se brise en deux et c'est fini. Le sous-marin de Dilley est piégé au milieu des eaux ennemies. Immergé et dépendant de ses batteries, le Harder manque de puissance pour s'échapper. Si un sous-marin immergé utilise ses batteries pour aller à une vitesse maximale de 8 nœuds, il tombe en panne au bout d'une heure. Avec les destroyers qui se trouvent juste au-dessus et qui encerclent le sous-marin, il n'est pas possible de s'enfuir à pleine vitesse, car il n'aurait plus assez de batteries pour remonter en surface. Il n'est pas assez rapide pour s'enfuir et les batteries ne tiendraient pas. Et s'il abandonne, c'est la fin également. Changement de direction de 020. Avancée de 2 tiers, pendant 5 minutes. Mais Dilley a un plan auquel les Japonais n'ont sans doute pas pensé. Il utilise un appareil appelé bathysthermographe afin de chercher l'endroit où la température de l'eau change, la thermocline. La différence de densité entre le chaud et le froid détraque suffisamment les ondes sonores pour dévier un sonar actif. Deux heures après l'attaque du Harder, Dilley trouve ce qu'il cherche. En remontant peu à peu des profondeurs, il localise des courants chauds à environ 60 mètres sous la surface. Ça fonctionne comme une barrière aux ondes sonores. Le sonar rebondit sur la thermocline, mais pas sur le sous-marin. Et c'est comme s'il disparaissait. Indétectable par le sonar, le USS Harder s'échappe des eaux de Tawi-Tawi. Plus tard dans la soirée, le sous-marin fait surface en pleine mer et transmet des détails sur les navires de guerre repérés. Les renseignements collectés permettent aux Alliés de pister les mouvements des troupes nippones. Ils repoussent une opération consistant à renforcer une île majeure lors du combat pour la Nouvelle-Guinée et contribuent à la victoire de l'US Navy dans la bataille en mer des Philippines. Le 21 juin, le Harder et les commandos secourus atteignent Darwin en Australie. Ils ont déjoué 16 navires et 18 avions pour ramener les agents alliés chez eux. L'amiral Christie récompense Dilley d'une croix de la Navy pour sa patrouille héroïque. Le commandant Sam Dilley a été un modèle de courage qui reste dans la mémoire de toute la marine américaine. Moins de 3 mois après le sauvetage de Bornéo, la 6e patrouille de Dilley sera sa dernière. Le 24 août 1944, le USS Harder est coulé par les grenades sous-marines auxquelles il avait échappé de nombreuses fois. L'attaque impliquait le navire américain, le USS Stewart, saisi par les Japonais à Java au début de la guerre. Ironiquement,
il est fort probable que le navire qui a vaincu le USS Harder fut d'origine américaine. D'aucuns disent que les missions à haut risque prises par Dilley ont eu raison de lui. D'autres pensent que des sous-marins comme le Harder n'ont simplement pas eu de chance. Je dirais que sa mort n'est pas due à un manque de professionnalisme, mais plutôt à un manque de chance. Dilley a permis d'accélérer la campagne contre l'Empire japonais en attaquant directement ses navires de guerre afin d'éroder sa capacité à mener les combats. Il ne connaîtra jamais la grandeur de ses résultats. Pour sa bravoure notable et son intrépidité au-delà du cadre de son service, Dilley a reçu la médaille d'honneur du Congrès à titre posthume. Après la guerre, l'US Navy a baptisé une nouvelle classe de destroyers en son honneur. Un hommage ironique aux tueurs de destroyers.